Alors, on m'a demandé de vous parler de la fraternité. Alors, vous connaissez la devise française. Voilà. Moi, c'est quelque chose qui me parlait beaucoup. Liberté, égalité, fraternité. Donc, quand j'étais en CM1, j'avais un prof qui me parlait de cette liberté, cette égalité, cette fraternité, qui aimait énormément la France et qui m'a transmis cet amour de la France et des valeurs républicaines. Et je trouvais ça génial. Et puis j'ai continué à grandir et puis j'avais envie de faire vivre cette fraternité. Et je sentais que quelque chose, en fait, dans cette devise, il y avait pas seulement, c'était pas seulement la devise de la République, c'était quelque chose qui faisait battre le cœur de la France. Pour moi, cette devise, c'était vraiment quelque chose de français. Et ce qui m'a fait penser à ça, c'est, je ne sais pas si vous connaissez un peu l'histoire de France, mais Clovis, roi des Francs, quand il a vaincu les Burgondes, il ne les a pas soumis à l'esclavage, etc. Il a fait preuve de fraternité. Il a dit, finalement, les Burgondes, ce ne seront pas des citoyens de seconde zone, ce seront des Francs comme nous. Et donc, un homme franc pouvait se marier avec une Burgonde, etc. Merci. Très bien. Et je trouvais ça génial, en fait, parce qu'au final, aux racines de la France, il y avait cette fraternité. Il y a beaucoup d'autres peuples qui ne se sont pas développés comme ça et qui ont fait preuve de violence avec leurs voisins, etc., au fur et à mesure des guerres. Et nous, Francs, on a fait ce choix de la fraternité et de vivre ensemble libres, égaux et frères. Et ensuite, on l'a réaffirmé au moment de la Révolution, certes, mais c'était quelque chose de très ancré. Et en fait, donc moi, après, j'ai continué de grandir, tout ça, et j'ai fait une licence de philosophie. Et en fait, je voulais expliquer à mes amis que liberté, égalité, fraternité, c'était quelque chose dont tout gouvernement avait besoin. Que c'était quelque chose qui permettrait de fonder un système juste, mais qu'elles ont été sans doute mal déployées dans l'histoire. Et vous l'avez peut-être entendu hier, etc., sur ce qu'on a pu, vous avez pu en discuter, de PMA, GPA, etc. Il y a énormément de dérives aujourd'hui dans notre société à utiliser la liberté pour justifier n'importe quoi, l'égalité pour justifier n'importe quoi, et la fraternité, on n'en entend tellement pas parler, en fait, pardon. On n'en entend pas parler. On parle de solidarité. Ou même aujourd'hui, on se dit, ouais, mais fraternité, c'est genré, il y a le frère. Du coup, on va plutôt parler d'adelphité, ou ce genre de choses. À imaginer qu'il y a un égalitarisme strict entre hommes et femmes, et que, voilà, frère, bah non, ça fait trop masculin, c'est la société patriarcale, etc. Bon. Et du coup, je me suis dit, en fait, pour que ces valeurs, pour que ces concepts fonctionnent bien ensemble, il y a forcément des liens entre. Et du coup, je leur expliquais, moi, il me semble que le lien qu'il y a entre la liberté et l'égalité, pour que ça fonctionne, pour que ce soit bien cadré, il faut une égale liberté. Il faut que la liberté que j'ai, l'autre puisse l'avoir aussi. Et puis, le lien qu'il peut y avoir entre l'égalité et la fraternité, pour qu'il n'y ait pas un égalitarisme strict, où je dis je suis parfaitement égal, moi, à une femme, ce qui n'est pas vrai. Je suis parfaitement égal à une plante, ce qui n'est pas vrai. Et que du coup, je peux choisir, parce que j'ai une liberté absolue, ce que je suis, ce qui n'est pas vrai. Je suis déjà quelque chose, ça m'est donné. Il y a un lien qui est fait entre l'égalité et la fraternité, qui est l'équité. Et il y a un sens de justice là qui apparaît. Et entre la liberté et la fraternité, on peut parler du respect. Vous vous souvenez peut-être de l'affaire Charlie Hebdo.
Vous savez qu'il y a des dessinateurs qui ont été tués par des djihadistes parce qu'ils avaient utilisé leur liberté d'expression pour caricaturer le prophète Mohammed. Et on leur a dit, bah voilà, c'est la liberté d'expression, on a le droit de tout dire. Et en fait, si on lie la liberté à la fraternité, on peut se dire, bah non, il y a une notion de respect qui apparaît. Je peux dire les choses, je peux tout dire, certes, mais avec du respect pour ne pas blesser l'autre. Et du coup, ces valeurs, elles ne sont pas à prendre l'une après l'autre comme je veux, elles fonctionnent ensemble. Et quand j'expliquais ça, on me disait tout le temps, mais c'est quoi la fraternité? Parce que la liberté, c'est facile à comprendre, l'égalité aussi, c'est facile à comprendre. Mais la fraternité, c'est une notion qui, pour beaucoup de gens aujourd'hui, paraît bizarre. Alors je me suis dit, bah, c'est vrai, il faudrait que je découvre ce que ça veut dire. Est-ce que c'est simplement de la solidarité ou est-ce que c'est plus que ça? Donc du coup, je me suis dit, bah, je vais faire une expérience et je vais partir, ne vivre que de fraternité et d'eau fraîche et voir ce que ça donne. C'est-à-dire que je suis parti pendant un mois, j'avais 18 ans, sans argent, sans portable, sans carte bancaire, sans rien, juste avec quelques vêtements. Et je me suis dit, bah, je vais découvrir mon peuple. Je vais découvrir ce peuple de France qui a dit un jour « liberté, égalité, fraternité » et dans lequel je crois qu'est gravé ces paroles. Et je vais vérifier si aujourd'hui, si je dépends complètement de ce peuple, s'il exprime cette fraternité et comment il l'exprime. Et comme ça, peut-être que je vais savoir au final ce que c'est que cette fraternité. Parce que pour moi, finalement, j'avais pas envie que la philosophie, ce soit que des concepts, des trucs un peu abstraits. Parce que vous pouvez là avoir l'impression que je parle de manière très abstraite. Et il fallait que j'incarne ces concepts pour bien les comprendre. Et normalement, un concept, s'il est réel, on peut le vérifier dans notre expérience. Sinon, c'est complètement bidon. Donc, j'ai fait cette expérience. Je suis parti donc 31 jours donc, à sillonner la France. Et je vais vous montrer un peu, la conclusion de ce voyage. J'ai fait une petite vidéo à l'époque. Ouais. Donc là, c'est un petit condensé un peu voilà, de ce que j'ai vécu. Et il y aura des questions après, si vous voulez, pour en parler davantage. Et donc ce que j'ai pu vivre aussi, c'est ce double rapport de la providence et de la fraternité. De voir que je reçois mes frères. Je ne les ai pas choisis. Ils me sont donnés et ils sont là pour m'aider. Et moi aussi, j'ai des choses aussi à leur apporter. Et ces frères, je les reçois d'un père. La fraternité, ici, on a parlé de la fraternité française. Si on n'en parle plus, pourquoi on ne parle plus de fraternité? Pourquoi est-ce qu'on parle de solidarité? Pourquoi est-ce qu'on parle d'adelphité, etc. Parce qu'on a rejeté dans notre société le père. Et du coup, on peut voir aussi qu'il y a le mot « patrie ». La patrie, ça vient de père. Et aujourd'hui, les gens sont plus patriotes. Maintenant, on est dans le mondialisme. Nous sommes des citoyens du monde. Voilà ce qu'on nous dit. Et en fait, cette patrie, elle nous donne déjà une fraternité. Une patrie, elle nous enfante. Mais il y a aussi une fraternité, du coup, on peut se demander si elle est étendue à qui? Qui sont mes frères? Si mon père, c'est la France, mes frères sont les Français. Mais nous, on est chrétiens. Notre père, c'est Dieu. Donc, tous les êtres humains sont nos frères.
et vous l'avez sans doute entendu hier, toutes les autres créatures sont nos frères qui viennent de ce même Créateur. Et notre fraternité, du coup, elle est étendue à tout le cosmos. Et ça, c'est quelque chose de merveilleux à vivre. Parce qu'on vit libre sur cette terre, avec tous ses frères à rencontrer, à découvrir. Et c'est beau parce que j'ai pu vivre, comme je disais, dans cette providence, à me dire, voilà, je dois mendier mon pain. Je dois mendier mon logement. Et donc, je dépends complètement de mes frères. Donc comment est-ce qu'ils vont me recevoir, eux aussi, comme un frère ou non? Et ce qui est drôle, c'est de voir que dans notre pays, la plupart des gens se disent non, les Français, vous savez, ils sont aigris, ils sont pas gentils, ils sont individualistes. Non, là-bas, c'est mieux. Là-bas, là, en Asie, en Orient, ailleurs. Ailleurs, c'est mieux, les gens sont mieux, plus gentils. Et vous seriez surpris de savoir à quel point les Français sont accueillants, à quel point les Français sont des gens vraiment extraordinaires, qui vous accueillent sans problème. J'ai dormi que 2 nuits dehors en France. J'ai toujours mangé à ma faim. Et vous savez maintenant que si vous avez le moindre problème, il y aura toujours un Français pour vous accueillir. Et il y a un truc que je me disais aussi, quand je suis arrivé à Montpellier, j'ai assisté à une pièce de théâtre, puisque le gars qui m'hébergeait faisait du théâtre, et j'ai assisté à sa représentation, sa répétition. Et c'était une pièce de Bertolt Brecht, dont je ne me rappelle plus le nom. Mais la morale de l'histoire, c'était il suffit d'une seule âme qui soit juste pour que le monde soit sauf. Et je me disais ça, je vais chercher dans chaque ville où j'allais, dans chaque étape, si je trouve juste un mec sympa, un mec fraternel, je sais qu'il y a de la fraternité ici. Et rien que de parler de fraternité avec les gens, à écumer les rues, etc., à demander le logement, à demander la nourriture, etc., je trouvais cette fraternité. Alors bien sûr, il y a des réactions négatives, etc., mais je suis désolé, je suis un peu fatigué, donc du coup, j'ai beaucoup de mal. Voilà. Bref. Et cette fraternité, elle se trouve dans des choses très simples. Par exemple, une fois, sur un péage, j'étais fatigué, ça faisait des heures que j'attendais, et il y a beaucoup de gens qui me disaient « Ouais, bon courage, bon courage ». Mais ça me fatiguait parce que, en fait, ils me prenaient pas, ils m'aidaient pas d'un pouce, etc. Ils me disaient juste « Ouais, bon courage ». Et là, il y a une dame finalement qui arrive et qui me dit « Courage !» Je fais « Ok ». Et là, c'était vraiment de la fraternité. C'était quelque chose, c'est une force vitale, quelque chose d'un amour. Elle m'avait réveillé. Et là, vraiment, je m'étais senti encouragé. Et là, je me suis dit, mais ça, c'est de la fraternité. C'est pas juste de la solidarité. La solidarité, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire qu'on est un solide. Vous avez fait un peu de chimie peut-être déjà. Donc, il y a des atomes qui s'agrègent et ça fait un solide. Et dans ce cas-là, la solidarité, c'est ça. C'est simplement de rester solide, de rester un corps. Mais si ce corps, il n'est pas animé par l'amour, il n'est pas vraiment vivant. Et on le sait, nous, on a un Dieu qui nous donne une parole de vie. Notre Dieu, il est amour. Il nous donne vie par cette parole. Et j'arrive pas à articuler mes idées, je suis désolé.
Merci. On peut dire que la liberté, c'est le moteur d'une société. C'est notre moteur à nous. On a une liberté, voilà, c'est celle qui nous met en action vers des choses. On peut dire que l'égalité, c'est le cadre dans lequel une société peut exprimer cette liberté. Et la fraternité, c'est son lien. Merci. C'est le ciment d'une société. C'est l'amour. Notre société, la France et les pays européens, elle a oublié de quel amour elle tient. Elle a oublié son baptême. Elle a oublié Clovis et les Burgondes. Et par quoi on l'a remplacé à la Révolution française? On l'a remplacé par le pouvoir de l'argent. Et vous savez très bien que Jésus nous a dit qu'on ne peut pas servir deux maîtres. C'est soit Dieu ou l'argent. Et en fait, on a choisi ce Dieu-là. Et au final, c'est ça qui menace notre fraternité. C'est ça qui menace notre monde, notre société, qui menace notre pays, mais aussi les autres pays européens. Parce qu'après, moi je me suis dit, mais il faut que je sache, est-ce que cette fraternité, elle est seulement française? Est-ce qu'elle est aussi européenne? Parce que tous les pays n'ont pas liberté, égalité, fraternité dans leur devise. Il y a peut-être 5 pays dans le monde qui ont la fraternité comprise dans leur devise. C'est très peu. Et du coup, je me suis demandé, peut-être que les autres peuples ne revendiquent pas cette fraternité, mais qu'ils l'expriment aussi d'autres manières, parce qu'ils ont des cultures différentes. Et ce que j'ai vu en Europe, parce qu'ensuite j'ai fait le tour d'Europe sans argent, sans téléphone, tout seul aussi, sans carte bancaire, donc sans autre moyen que la fraternité pour vivre. Et j'ai vu quoi? J'ai vu de l'hédonisme. Par exemple, j'étais à Amsterdam. Vous connaissez Amsterdam un peu? Où est-ce que c'est? Quelle capitale? Pays-Bas. Très bien. C'est la capitale des Pays-Bas. C'est aussi un lieu qui est très connu en Europe pour ses services de prostitution, où le cannabis, par exemple, est complètement légal, etc. C'est un peu le lieu de perdition. Et moi, là-bas, j'ai vraiment eu l'impression d'être en enfer. Parce qu'à chaque fois que je demandais de l'aide, les gens se moquaient de moi. Ils me disaient, non, mais moi, je peux t'aider, ouais, je peux t'héberger, ouais. Mais là, je vais au club, du coup, non. Et puis je restais dehors, dans la rue, en train de me dire, ok, je vais mourir de froid. Parce qu'il faisait vraiment trop froid. Et au final, j'ai dormi dans un espèce de bateau abandonné sur un canal avec des rats qui m'ont réveillé. Ouais. Et c'est tout ce que j'avais trouvé. Parce que les policiers, ce qu'ils me disaient, c'est non, mais reste pas dans la rue, tu vas te faire voler. Hein. Tu vas te faire détrousser. Mais là, à ce moment-là, moi, j'avais perdu espoir dans la fraternité. J'arrivais plus à bouger. J'étais plus en mouvement. Et c'est un gars qui est arrivé de nulle part et qui m'a relevé, qui m'a donné cet espoir dans la fraternité. Il ne pouvait pas m'aider, mais en tout cas, il a passé beaucoup de temps et on a discuté de ce voyage. On a parlé de fraternité. C'était un Roumain. Et c'était vraiment chouette. Mais j'ai eu peur de finir comme tous ces sans-abri qu'on trouve à Amsterdam, qui, eux, ont perdu espoir dans la fraternité, qui ont perdu espoir dans l'autre. Et j'ai eu beaucoup de mal à quitter Amsterdam. Et donc là, un obstacle qu'on peut voir à la fraternité, c'est l'individualisme, bien sûr, et l'hédonisme. L'hédonisme, c'est la recherche du plaisir. Et si je cherche tout le temps mon plaisir dans l'autre,
celui qui ne peut pas m'offrir du plaisir, il n'existe pas. Et donc, bien sûr, ça conduit au culte de l'individu, au culte de soi. Et on s'isole. Et au final, on peut vivre solide, plein d'atomes agrégés les uns sur les autres, mais sans amour, sans fraternité, sans rien qui nous unisse vraiment. Un autre obstacle que j'ai vu, c'est en Allemagne ou en Autriche. Vous savez que les Allemands, les Autrichiens, ils ont énormément souffert du nazisme. Et aujourd'hui, ils n'arrivent plus à avoir confiance dans leur patrie. Pour eux, pour les Allemands, l'Allemagne, c'est une cause de honte pour eux. Ils ont honte d'être Allemands, parce qu'ils ont honte de leur histoire. Et comme ce père-là, ils n'en veulent plus, ils préfèrent se sentir européens ou affirmer leur identité régionale. Mais ce que j'ai surtout vu en Allemagne ou en Autriche, c'est des gens complètement informes, qui n'ont pas de forme. C'est des gens uniformes. L'uniformisation, c'est un danger pour notre fraternité parce qu'on veut ressembler à tout le monde. On prend la culture standard, on devient quelqu'un de standard. On n'affirme pas son unicité. On n'a rien à offrir à l'autre. Et quand j'arrive voir un Autrichien, je me dis « Waouh, génial, un Autrichien, il est différent de moi. Moi, je suis né comme un Français, j'ai grandi comme un Français. Lui, c'est un Autrichien. Le gars, il a complètement une autre forme. » Et non, je vois juste quelqu'un qui ne sait pas où il en est, qui n'a pas de repère, etc., qui ne jure qu'en dans le Dieu capital, etc., qui peut lui offrir tout ce dont il souhaite, et qui ne connaît rien de ses racines, qui n'est pas fier de ce qu'il est, et il n'a rien à me donner au final. Donc l'uniformisation, c'est quelque chose qui nie notre richesse, notre unicité, et du coup, on ne peut plus rien partager. Et puis, j'ai vu aussi, dans les Balkans ou en Hongrie, des nationalismes aveugles. Parce que c'est bon d'aimer sa patrie. C'est bon d'être patriote. Et du coup, de pouvoir aimer la patrie de l'autre qui se donne à être découverte. Mais quand je suis orgueilleux, quand je reste crampé sur moi-même, voilà, à écouter beaucoup de musique, voilà, la France, c'est chouette, et que j'oublie que l'autre aussi a une richesse qu'il peut partager avec moi, et que ma richesse, je peux la lui partager comme des frères, sans rien s'enlever. Mais là, il y a un manque, il y a un problème. Et par exemple, en Hongrie, c'est très difficile parce que moi, ma façon, je ne parle pas hongrois. Le hongrois est une des langues les plus difficiles d'Europe. C'est une langue orpheline. Donc, il n'y a pas de... À parler hongrois, il n'y a que eux qui parlent hongrois. À côté, il n'y a rien. C'est du slave. C'est pas du tout... C'est une autre famille de langues. Et donc, si je vais voir un hongrois, je vais lui parler anglais. Mais sauf que si je lui parle anglais, lui, il va me dire... Il refuse de faire l'effort. Sans doute qu'il sait parler anglais, puisqu'on vit dans un monde mondialisé, justement. Donc sans doute qu'il sait parler anglais, mais il ne veut pas me parler. Parce que je ne parle pas sa langue, parce que je ne suis pas comme lui. Et vous savez que les Hongrois, ils construisent un mur, et ils le gardent avec des soldats, etc. Ils ne veulent pas de contact avec l'étranger. Et là, il n'y a plus de fraternité possible si je suis dans un nationalisme qui est aveugle, si je ne veux pas profiter de la richesse de l'autre. Et c'est aussi ce qu'on peut voir dans les Balkans. Je suis allé en Croatie, en Bosnie-Herzégovine. Et en Bosnie-Herzégovine, il y a 3 peuples qui vivent dans un tout petit pays, qui est presque aussi grand que la Belgique. Il y a les Serbes, qui sont chrétiens, orthodoxes,
il y a les Bosniaques qui sont musulmans et il y a les Croates qui sont catholiques. Et c'est drôle parce que en faisant du stop, on rencontre tout le monde. Donc j'ai rencontré les 3 peuples. Et à chaque fois, j'étais surpris d'entendre « Quoi ? Un Croate t'a aidé ? Quoi ? Un Bosniaque t'a aidé ? Ah bon, les Serbes sont capables de bien ? C'est étrange, je pensais qu'il n'y avait que moi. » Et en fait, voilà, ils sont capables d'une fraternité extraordinaire. C'est des peuples qui ont une culture de l'accueil, mais incroyable. Parce que dès que je demandais à l'aide, dès que quelqu'un m'aidait, il m'aidait de tout ce qu'il pouvait. Donc il me posait à l'endroit, ensuite il allait au supermarché, il m'achetait des sacs de courses, mais j'en avais pour des semaines. Et je trouvais ça extraordinaire. Et au final, il était surpris à chaque fois de savoir que, tiens, l'autre est capable de ce même bien. C'est des peuples qui se sont fait la guerre et qui se haïssent. Pourtant, ils vivent dans le même pays. Ils ont vécu dans un grand pays qui s'appelait la Yougoslavie. Et unis, ils seraient capables de faire des choses dingues. Mais ils se détestent et ils n'étendent pas leur fraternité à cet autre. Si on m'aidait moi là-bas, c'est parce que j'avais une tête d'étranger. C'est clair que j'avais pas une tête de slave, donc ils étaient sûrs de ne pas tomber sur un ennemi. Et c'est dommage parce que aucun d'eux n'ont envie de la guerre. Mais comme ils ne pensent pas l'autre capable de ce bien, comme ils vivent tout le temps campés sur leur position, ils ont tous l'impression que bientôt une nouvelle guerre va éclater. Ça fait seulement 20 ans que la guerre est finie pour eux. Si on n'est pas fraternel, si on n'ose pas la fraternité, c'est la guerre qui peut arriver. Donc, 2 écueils, soit un repli sur soi, soit se chercher ailleurs, dans des paradis éphémères. Mais lorsque je regarde devant moi, que je cherche Dieu, je suis capable de le reconnaître dans mes frères, dans tous mes frères, puisque c'est le même Père. Et au final, ce qui est intéressant, c'est de voir que dans ce rapport entre la providence, qui est quelque chose de vertical, et la fraternité, qui est quelque chose d'horizontal, puisque la fraternité, tous mes frères, on est égaux, etc. Il y a cette horizontalité-là. Et dans la providence, je me reçois d'un Père qui est plus haut que moi. Et il y a la croix qui se dessine. Et au centre duquel il y a cette rencontre avec l'autre, avec le tout autre, le grand autre, qui se retrouve dans le plus petit. Et donc notre croix à porter, elle est là. Quand Jésus nous dit de porter notre croix, elle est là au niveau politique, au niveau de nos rapports les uns avec les autres. Comment est-ce qu'on fait société ? En France aujourd'hui, et c'est ce que j'ai découvert, c'est ce que vous avez entendu dans cette vidéo, ce que j'ai découvert dans ce voyage, en France en tout cas, c'est que les gens pensent que les Français sont des schlags. Non mais vraiment. Est-ce que vous pensez que les Français sont des schlags ? Et en fait, c'est ça qui est fou. Pour vous, vous non. Mais c'est que les gens sont surpris quand on leur dit « Mais en fait, il n'y a pas que toi qui es capable du bien. Les autres aussi. » Et si on croyait davantage dans la fraternité qu'on peut exercer tous ensemble, si
si on croyait davantage dans notre fraternité nationale et internationale, ça réglerait énormément de problèmes. C'est-à-dire que on retrouverait notre unité. Et je ne sais pas si vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, vous écoutez les médias, l'unité nationale, elle est brisée. Il y a des gens qui manifestent continuellement pour un oui, un non, etc. Et tout le monde est dans une espèce de conflit. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est de la folie ce qui se passe aujourd'hui en France. Le lien social est détruit. Et c'est à nous, chrétiens, qui avons cette conscience d'une fraternité qui est totale, qui n'est pas seulement communautaire. On ne va pas se dire, ok, nous on est chrétiens, on a le même Père, mais le reste, du coup, ils n'ont pas le même Dieu, donc non. C'est pas ce que Jésus a fait. C'est pas ce que Jésus nous a montré. Il nous a montré la voie vers ce lien de fraternité universel. Et Saint François, encore davantage, enfin pas encore davantage, mais presque, avec ce lien qu'il avait avec la création, avec les autres créatures. Et je dirais que la fraternité, elle nous fait entrer au cœur de l'amour trinitaire. Pourquoi je dis ça ? À la toute fin de mon tour d'Europe, j'ai failli me faire voler ma caméra. Donc, je suis parti sans argent, tout ça, mais j'avais quand même une caméra pour filmer, pour faire un film, qu'on pourra peut-être regarder un petit peu après. Et en fait, à la fin, je suis arrivé à Bordeaux, ça faisait 30 jours que je voyageais. Chaque jour, j'étais à un endroit différent. Alors, en 33 jours, j'ai fait un peu plus de 7000 km, ce qui est près du double de ce que j'ai fait pendant mon Tour de France. Donc j'étais mort de fatigue. Et j'arrive à Bordeaux, enfin, je vois des visages familiers, je suis chez des amis, et on va prendre un verre sur les quais de Bordeaux, qui était un lieu qui craignait avant, et qui, aujourd'hui, on nous disait que c'était beaucoup plus sympa. Et en fait, on était là, dans l'herbe, tranquillement, à boire des bières, bon voilà. Et là, il y a un gars qui arrive, en train de tituber, et qui se plante au milieu de nous, et il va pas bien, quoi, il est bourré, quoi, bon. Mais on se dit, attends, qu'est-ce qu'il y a ? Ça va prends une bière. Bon. Mauvais réflexe. Et au lieu de chercher une bouteille de bière, il va dans mon sac et il prend ma caméra. Et là, je me dis, mince, j'ai fait 30 jours de voyage pour montrer cette fraternité européenne, qu'on est capable en Europe de vivre comme des frères, mais des frères qui sachent se reconnaître comme tels. Et là, un gars va me voler ma caméra. Voilà, c'est un petit peu bête. Et donc je lui prends la caméra, et comme deux chiens qui se battent pour un os, on tire comme ça, voilà, machin. Et bon, voilà, ça monte un petit peu en pression. J'étais avec deux amis, et en fait, pour avoir grandi un peu avec eux, je savais que dans ce genre de conflit, ils faisaient pas grand-chose, quoi. Et je commençais à m'échauffer un peu, avec la fatigue, avec la pression, etc. Je dis non, mais tu touches pas mes affaires, etc. Enfin,
ça se passe pas comme ça, tu me demandes, tu me respectes, etc. Il fait quoi? Non, 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 je vérifie tout ça. Je dis non, tu vérifies rien du tout, tu n'as rien besoin de vérifier, tu ranges ça, voilà. Et puis il y a un groupe de personnes qui arrivent en disant mais c'est toi qui as volé le portefeuille et tout. Je dis ok, donc là, bon, là il n'y a plus aucune raison de lui faire confiance. Donc je fais stop. Écoute, là on est 3. Bon, là je fais un peu l'argument de force, mais je fais, bon, là on est 3. Si tu continues, on te défonce. Et je suis pas le champion de la fraternité. Hein, enfin, c'est un idéal vers lequel on doit tous tendre, mais mais voilà, bon. Et du coup, mais j'ai fait un peu pression parce que je savais pas si mes amis allaient réagir. Et en fait, il a pris une bouteille, là, il a trouvé très bien le chemin vers la bouteille. Hein. Et en fait, il me l'a mis sur la tête et il menaçait de me la cogner dessus, quoi. J'étais en mode, ok, si je lâche la caméra, il s'en va avec. Et en même temps, si je lâche pas, je me prends une bouteille. Bon. Et donc j'étais dans une situation embarrassante. Et là, j'étais vraiment en train de me dire, mais qu'est-ce que je fais? Et là, j'ai ce réflexe, bon, cette fois-ci, d'invoquer le Saint-Esprit. Alors, le Saint-Esprit arrive comme une colombe. Non, je rigole. Non. Et alors qu'il allait me casser la bouteille sur le crâne et qu'il amorçait son geste, mon ami, qui d'habitude dans ce genre de conflit ne faisait jamais rien, arrive et le désarme. Et cette fois-ci, le menace avec la bouteille. Et je fais ouf! Et en fait, là, il a compris qu'il était en infériorité. Donc, il tente une autre stratégie. Ok, c'est qui le plus chaud? Je le défonce en 1 contre 1. Voilà. Du coup, je dis bon, bah j'y vais. Et donc, je me suis dit, bah c'est dommage, j'ai pas envie de me battre, tout ça. Mais la colère commençait à monter, etc. Et pendant qu'il enlevait sa veste pour se battre, je pouvais ranger la caméra. Et là, donc il était en position, tout ça, et il me fait... donc il était en train de crier, mais je ne vais pas crier dans le micro. Sur le Coran, je te défonce! Sur le Coran, je te défonce! Le grand classique. Et donc, il me l'a répété plusieurs fois avant que je capte. Avant que ça résonne dans mon esprit, je me dis, bah, ouais, sur le Coran, il me défonce. Bon, mais moi, je suis chrétien. Qu'est-ce que je lui oppose? L'amour, la fraternité. Et ça, au moment même où je me suis posé la question, la réponse était là. Et je me suis mis à l'aimer comme un frère. Et ça, c'était le Saint-Esprit, parce que moi, j'en étais pas capable, j'étais en train de me monter la tête. Alors je lui tends les bras, et pendant qu'il était en train de continuer d'hurler sur le Coran, je te défonce, je lui dis, moi, sur la Bible, je suis chrétien, je t'aime et je t'accueille comme mon frère. Et le mec, il a pété un câble. Ça buguait dans sa tête. On était prêts à se battre, et là, il y a le gars, il veut lui faire un câlin. Enfin, il y a un problème. Et donc, il était moins sûr de lui, mais sur le Coran, bon. Et je m'approche un peu, et je dis, viens dans mes bras et tout.
Et puis je commence à prendre un peu la confiance. Puis je lui dis, putain, pardon, le Saint-Esprit, quand même, ça marche vachement bien, quoi. Et à reprendre un peu le contrôle, je le sentais en moi, de la situation, à plus être dans le Saint-Esprit, mais à être moi. Et moi, il faisait un peu le malin. Je dis, bon, allez, on s'arrête là, je te rends ta veste, hop, et ciao, bye bye. Et en fait, ça l'a énervé parce que j'étais en train de l'humilier. J'aurais pu aller jusqu'au bout de la démarche de la fraternité et aller jusqu'à l'embrasser. Si j'étais resté dans l'Esprit Saint. Mais voilà, et donc du coup, forcément, il se réénerve. Et là, il reprend la colère de plus belle. Je fais, mince. Je fais, Saint-Esprit, il faut vraiment que tu fasses un truc, parce que là, je peux plus, quoi. Et là, il y a un mec qui sort de nulle part, en vélo, qui lâche son vélo, qui va choper le mec, qui va lui parler. Je fais, ok. Et puis, nous, on va se rasseoir, tout ça, on range. Et là, ils reviennent tous les deux. Ah, excusez mon frère et tout. Bon, voilà, il s'est un peu emporté. Etc. Et au final, on échange nos prénoms, on s'assoit, il n'y avait plus d'ennemis, et le gars est parti. Et même si cette expérience, elle n'était pas totale, pour moi, c'était une des plus belles expériences de fraternité, parce que moi, j'en suis pas capable de cet amour. Mais Dieu, il veut aimer à travers moi. Et c'est là où je vous disais que la fraternité nous permet de rentrer dans l'amour trinitaire. Parce que je me tourne vers mon Père, je reçois mes frères. Et c'est avec son amour que je peux les aimer. Donc il y a ce rapport du Père au Fils avec le Saint-Esprit. Et c'est extrêmement important pour nous d'entrer dans cette communion trinitaire d'amour pour être capable de réanimer la fraternité. Ça veut dire, vous l'aurez compris quand je parle des dérives identitaires, c'est d'être ferme dans son identité, de savoir qui on est. Nous ne sommes pas de ce monde, mais dans ce monde. Nous venons d'un Père qui veut réconcilier tous les êtres avec lui. Et notre travail, c'est faire cette réconciliation et le faire avec lui et par lui. Il y a une phrase du pape François qui m'a beaucoup touché dans un discours qu'il a fait au JMJ de Panama. S'ils ont cessé d'exister pour leurs frères, comment vont-ils penser que Dieu existe ? Dans ce problème qu'on a avec l'uniformisation de la société, où les gens pensent pareil, disent la même chose, se vêtissent de la même manière, achètent la même chose et n'arrivent à se penser que par leurs achats, nous, on est capable de leur rendre l'existence par la fraternité, par cette fraternité qu'on peut exercer avec eux. On doit être ce frère, cette sœur. Et c'est en aimant qu'on est capable de rendre le monde meilleur, de changer complètement le monde. C'est à nous, chrétiens, de rendre à la France, à l'Europe, son âme chrétienne, de lui rappeler son baptême, en exerçant notre fraternité. Mais on ne peut pas le faire de notre propre force, seulement par la grâce de l'Esprit Saint.
Donc comment est-ce qu'on peut faire? Ça, c'est une question que je me pose toujours. Comment est-ce que je peux être plus fraternel? C'est toujours en s'inscrivant dans ce rapport à la providence. Toujours en recevant chacun de nos frères et sœurs de ce Père. Être ouvert à ce que Dieu veut faire dans ma vie aujourd'hui. Être dans le présent. Et là, je suis capable de voir le pauvre qui a faim. De voir le gars qui part travailler comme un chien et qui reçoit aucune reconnaissance et qui n'arrive pas à vivre de son travail. Notre charité chrétienne, elle doit se faire fraternité, simplement, dans l'écoute de ce que nos contemporains vivent. Les chrétiens aujourd'hui sont très tournés vers la vie, la défense de la vie, la PMA, la GPA, on en entend beaucoup parler. Pourtant, je trouve que c'est ce qui manque beaucoup chez nous, c'est de se tourner aussi vers le pauvre, vers le malheureux qui souffre de ce dont j'ai parlé, l'hédonisme, l'individualisme, l'uniformisation, le nationalisme, le capitalisme. Le capitalisme a broyé les gens. Aujourd'hui, vous savez, il y a les gilets jaunes qui sont dans la rue. Ce sont des gens qui expriment toute la fragilité de notre corps social, qui est détruit. Et c'est important de se rendre compte que notre peuple va mal. Et c'est avec cette fraternité toute simple qui s'exerce dans les rues, dans notre quotidien, qu'on peut restaurer ce rapport avec Dieu. Si on les fait exister dans notre regard, dans nos paroles, dans nos gestes, on leur révèle la présence amoureuse du Père dans leur vie. Voilà, je ne sais pas quoi dire d'autre.